Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo. Aujourd'hui, je suis très honoré de recevoir El Fracinetto, monsieur Roman Fressinet. On l'a découvert ici, hein, sur le plateau de Click Dimanche. La France l'a découvert ici. Il est arrivé chez toi le dimanche matin, il te frappait avec des blagues. Aujourd'hui, on va parler de son spectacle, on va parler d'amour, on va parler de Montréal. On va surtout parler d'un truc qu'on kiffe. Céline, Solo avec Sulo, avec Roman. C'est parti. Comment tu te portes, Roman? Bah moi ça va toujours bien moi. Oui, je t'ai accueilli comme un mec qui vient prendre tes meubles. Exactement, avec une voix très sensuelle. Alors comment tu te portes Et toi comment vas-tu? Ouais, franchement ça va. Ça va mieux. Ça va mieux. On dit la vérité à la France ou pas? Faut dire la vérité. Hier j'ai été voir Roman dans le spectacle et en sortant on était super contents parce que ça s'est super bien passé. Et on est au Théâtre de l'Œuvre et les marches sont c'est pas des marches, c'est une échelle, c'est un métis. C'est ça. Mi-marche, c'est proche de la pente en fait. Il n'y a pas vraiment les marches, elles sont toutes petites. Je me suis éclaté, hein, mais de ouf. Là, j'ai le coude tout gonflé. J'ai dû mettre ce joli sweat, mais j'avais le coude tout gonflé. J'étais comme ça dans les loges avec une poche de glace et je saignais. Et Roman, j'entends qui me dit « Ça va ?» J'ai niqué l'ambiance du « Ouais, ça s'est super bien passé, etc. » Ouais, le truc que j'ai kiffé, c'est on descend, t'es derrière nous, puis là on entend « Pa, pa, pa !» Et là, il dit « Ça va ?» Et pas un mot. Pas un mot. J'étais là, j'étais à deux doigts de crier comme un ouf parce que j'avais mal. Mais après, je me suis dit « T'es un bonhomme, prends à l'intérieur. » Je suis venu te voir, t'étais allongé comme ça, il y avait juste ton regard comme ça qui disait tout va bien, je suis un bonhomme, ok? J'avais mon téléphone à la main, en fait, je voulais enregistrer ton son de sortie, je voulais l'analyser avec Shazam, et j'étais tellement concentré que j'ai pas vu les marches, et bam! Et j'ai super mal depuis. Le son c'est Love TKO de Teddy Pendergrass. Ça aurait été plus facile ouais, demande-moi. Ah là là, mais en tout cas, ton spectacle lourd, j'ai grave kiffé. Ah, je suis content, hier on s'est bien amusé, vraiment c'était super. Bonne ambiance, le public était au rendez-vous. Les trucs que j'ai retenu, moi, c'est l'énergie. Voilà. L'énergie, le public, la salle, le Théâtre de l'Œuvre. Ahmed Sparrow qui a fait une première partie, il les a fumés. Excellent, Ahmed. Super. Et à chaque fois, on est très bien accueillis dans cette salle. Il y a un délire, en fait. Je sais que, bon, on en a parlé, les deux dernières n'étaient pas top. Les deux dernières, en fait, on était sur une série où ça cartonnait, là, vraiment pas. Depuis là, le spectacle était arrivé à une forme où vraiment, là, je le maîtrisais, des trucs que j'ai travaillé longtemps, donc vraiment pas. Même les soirs où c'était, tu sais, tu peux pas toujours être au top du top, mais même les soirs où t'es un peu en dessous, ça tuait. Les gens, ils étaient trop heureux. Et là, vendredi, samedi, la semaine dernière, j'arrive et vraiment. On est d'accord que le vendredi, samedi, c'est les jours phares. Normalement, ouais, jeudi, c'est un peu la mise en route. Les gens, ils sont moins chaleureux le jeudi, même s'ils passent un aussi bon moment. Le vendredi et le samedi, ils sont dans une mentalité week-end. Souvent, ils sont plus chaleureux. Ils sont souvent en début de soirée, après, ils sortent. Donc, ils sont plus chauds. Mais là, c'était moyen. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Et vraiment, du jour au lendemain, c'est-à-dire le jeudi, ton quart. Mais vraiment, hein, jeudi, carton. Je sors de là, je flotte. Et vendredi, samedi, j'ai pris un high kick retourné. Et quand tu veux dire high kick, c'est quoi? C'est les rires ont été moins forts et c'est dès le début. Dès le début. Et ça casse l'énergie, ça, pour un stand-upper. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un passage qui est sorti sur Montreux, que j'avais fait au gala l'année dernière, qui est sorti sur Internet. Et c'est un passage avec lequel je commençais le spectacle. Et là, quand j'ai commencé, j'ai réalisé que la majorité des gens dans la salle, ils l'avaient déjà vu. Et donc, ça m'a baisé dès le début. Parce que les gens, dès le départ, ils étaient en mode « Ah ouais, il y a du texte. Ah ouais, ça, je connais. » Et donc, j'ai pas réussi à amener une bonne énergie. Les gens, ils ont kiffé. Le démarrage, c'est super important. Ouais, tu sais, au final, les gens, ils sortent de là, ils ont kiffé. Mais en comparatif à ce qu'ils auraient pu vivre comme émotion, comme hier, par exemple, je trouve ça dommage pour eux. Tu penses qu'ils se sont rendus compte que il manquait un côté naturel, c'est ça? Bah, ça a brisé le naturel de la chose. Quand t'arrives, le gars, tu le vois, il y a des gens, ils avaient peut-être acheté leur billet il y a 2 mois, tu vois, dans le sens où ils attendent il y a des attentes. Et là, le gars, il arrive et tu le vois faire un truc que tu l'as vu faire sur Internet. Forcément, tu vois, ça brise une petite magie. Donc là, hier, j'ai coupé tout le début. J'ai dit tout ça, c'est jeté. Ça y est, je le referai plus jamais dans ma vie. Tu l'as enterré. C'est enterré. Et maintenant, si tu veux le voir, ce sera sur Internet. Et j'ai commencé le spectacle à un autre endroit. J'ai fait des modifications, donc j'étais stressé. Donc ouais, c'est ça. Hier, je te voyais, tu avais une certaine pression avant de monter sur scène. Je voyais que la mine était
plus présent que d'habitude. Mais oui. Lamine qui est ton Manager, ouais, frère, frérot, etc. On va en parler un peu plus de Lamine. était plus présent, voilà, vous vous encouragez avec quelques mots, etc. Et là, tu rentres et dès que ça se passe bien dès le début, je sens qu'un Roman, quand ça se passe bien, d'abord Roman, il commence droit. Et dès que ça se passe bien, il rentre, il devient dingue, tu vois ce que je veux dire. Il commence à se pencher, à avoir le coude qui monte au-dessus de la tête. Et là, c'est vrai, tu étais dans ton délire, dans ton élément. J'ai l'impression que tu rentres dans ta tête au fur et à mesure du spectacle. Complètement. En fait, tu sais, tu as ce sentiment-là où tu sens que tu les as. Genre, tout le monde t'écoute. Et quand tu arrives à ce truc-là, tu peux faire des trucs tout subtils et ils vont exploser de rire. Genre, tu les as avec toi. Et moi, c'est ce que je préfère. Quand tu arrives à en faire tu fais un truc tout délicat, mais ils sont cuits. Ah, moi, ce que j'aime, c'est que ton corps punch pour toi. Ah oui, complètement. Bah oui, c'est 50%, moi, je pense. Ça, c'est un monsieur qui me l'a dit à Montréal quand j'ai commencé les blagues et j'ai mis des années à le comprendre, mais il a changé ma vie. Au début, moi, j'écrivais beaucoup, j'ai toujours écrit beaucoup. Et il me disait, tu viens sur scène et tu nous présentes juste l'auteur. C'est-à-dire, vraiment, je venais et je disais mes blagues, quoi. Et il me dit, mais alors, dans ce cas-là... ça sert à rien que tu viennes, on voit les noms, on va les lire, hein, si c'est pour que tu viennes et tu fasses ça. Et moi, j'étais persuadé que c'était ça, faire des blagues. Au final, il m'a dit, mais joue avec ton corps. Parle, joue, putain, fais-nous kiffer. Et un jour, j'ai compris. Genre, un jour, je suis arrivé en retard à un spectacle, vraiment en retard. Genre, c'était qui, ce gars ? C'était un monsieur qui s'appelle Serge Postigo, qui est un metteur en scène et comédien au Québec, et qui vraiment, moi, il m'a donné les conseils les plus précieux que j'ai eu dans ma vie pour ce métier. Et... vraiment, un jour, j'arrive en retard à un spectacle, et c'était un spectacle qui avait beaucoup d'importance pour moi. Et j'arrive, je suis essoufflé avec mon sac à dos, je suis arrivé en courant. Quand j'arrive dans la salle, j'entends maintenant Roman Frécinet. Je jette mon sac, je monte, et je suis en panique, je viens de courir. Et donc là, il y avait une espèce de vérité de jeu. Naturel. Et j'étais tout high speed, et je me suis mis à jouer les trucs, et j'ai eu 1000 fois plus de rire. Et c'est là que tu t'es trouvé ? Ce jour-là, j'ai l'impression que j'ai connecté avec quelque chose. Et depuis, j'ai suivi cette voie-là et ça m'a amené beaucoup plus loin. J'ai à peu près ce même souci, moi, actuellement. C'est dès qu'un passage, je le maîtrise bien, j'arrive à le jouer naturellement. Dès que je suis sur une phase de test, comme là, je joue mon heure, il y a une partie qui est plus structurée que l'autre, donc je suis vraiment à l'aise, j'arrive à bouger, donc j'ai pas de souci. Mais dès que je dois réfléchir au texte, au truc, je suis un poteau. Et je perds tout le naturel, et là, je me tape des billes de mes vieux. Alors que les blagues sont bien, je vois les gens rire aux blagues, mais ils sont en mode... pourquoi ils bougent plus ? Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'essaie de leur expliquer. Mais en fait, le naturel du stand-up, c'est de casser ce mur en expliquant que, bon, les gars, je suis un peu en panique, etc. Et en expliquant ton panique, tu trouves d'autres blagues. Ouais, ou moi, je pense... Faut rien leur cacher, je pense, au public. Il y a cette idée de... Ouais, faut rien leur cacher. Dans le sens, faut accepter. Et puis même, surtout quand tu testes des blagues, faut accepter qu'il y en aura, elles sont pas bonnes, et puis c'est tout. Faut un peu faire le sacrifice de son ego, tu vois. Tu peux pas savoir à l'avance ce qui va être très drôle. Tu peux avoir des avis, toi tu l'écris, tu te dis à mon avis ça tue, ça je veux essayer. Tu vois, et quand tu arrives, tu réalises que c'est l'inverse, mais t'as pas le choix de tester. Tu vois, et donc il faut y aller pour moi en se disant, si c'est de la merde, c'est de la merde, mais je vais le défendre à fond. Être en paix avec... au moins je l'aurais défendu, et s'il meurt, cette blague-là, si elle est morte ce soir parce que personne la kiffe, elle sera partie avec les honneurs, mais je l'aurais défendu, tu vois. Moi je me dis, c'est toujours dommage de jeter une blague si tu t'es pas donné vraiment le... Tu vois, moi j'y vais à fond, je la défends à fond, et après, elle marche pas, tant pis. J'ai passé un moment dur sur scène, mais je la jette, et voilà. On va se regarder un extrait de ton spectacle, frérot, et ensuite on va revenir sur le fait de jeter un bout dès qu'il soit diffusé sur Internet. J'ai très peur de l'avion, très peur, très peur. À chaque fois que je prends l'avion, je suis obligé de boire énormément. Oui, sauf que la dernière fois, j'ai réalisé que j'étais peut-être un peu trop sous dans l'avion, quand j'ai essayé d'ouvrir un hublot pour vomir. L'hôtesse est venue me voir et m'a dit « Mais vous êtes complètement sous, en fait !» Je lui ai dit « Mais on s'en bat les couilles. C'est pas moi qui conduis. » Elle m'a dit « Justement, sortez du cockpit, monsieur, s'il vous plaît. » J'ai dit « Attends, je finis ma cigarette. » Après, on en reparle. Elle m'a dit « C'est interdit de fumer. Ici, on a mis des signaux partout. » J'ai dit « C'est ça qui m'a donné envie de fumer, madame. » Là, elle m'a dit « Oh, fais-moi l'amour avec ton arrogance. » J'étais comme « Ah ouais !» Ok, je m'en souviens pas de ce voyage. Ça se peut que j'ai un peu romancé, ok? Mais à mon avis, il s'est passé quelque chose. Quand on a atterri, j'avais des menottes. Il s'est passé un truc. Moi, cet extrait, il me fume. Il date un petit peu parce que c'était sur le plateau de Inglourious Basterds de... Il y a peut-être maintenant
un an Non, et j'ai dit demi. Inglourious Bastard, c'est même pas Inglourious Bastard, c'est Inglourious. Inglourious tout court. Inglourious Comedy Comédie Club, ouais, de Verino. De Verino. Ouais. Ouais, ce passage date d'à peu près un an et Oui, demi. j'avais la boucle d'oreille, les cheveux, le flow. Et teinté, là, et tu tout. venais d'atteindre le niveau de Super Guerrier 1. Là, Parce que ouais, c'est la tu première commences- fois que je me suis mis en super guerrier. tu commences à maîtriser tes pouvoirs. Exactement, ouais, c'est un bon souvenir ce passage. C'est le premier passage sur scène, je crois, qui a vraiment bien marché. Ah non, c'est le deuxième, on avait mis un avant sur la différence France-Montréal. Mais celui-là, Ouais. il m'a amené ailleurs. Celui-là, j'ai senti qu'il y avait un après, où les gens, ils venaient dans la rue, il y a des gens qui me parlaient du parachute. Donc celui-là, c'était le début de quelque chose. Donc c'est un souvenir qui est très, très... tu vois, Et de j'ai se beaucoup voir, en fait, d'affection. il y a le côté où, là, se voir un peu en vidéo, ça te permet de travailler un petit peu tes positions sur scène. Avant, tu te filmais ou c'était plus... Moi, en fait, je déteste me voir. Ouais. Je déteste me voir. On est deux. Oh là là, je déteste. Vraiment, j'ai envie de me gifler très rapidement. Et ce que je fais, c'est... Pourquoi Parce que je pense qu'on n'est pas le meilleur regard pour se comprendre, tu vois. On se voit différemment. Et puis surtout, il y a le filtre de nous, on se connaît. Ouais. Tu vois, moi, j'aime pas ça. Je pense pas qu'on devrait se fier à comment nous, on se voit. Moi, je ne me fie que à la réaction des gens. Ouais, ça t'arrive de dire, mais c'est pas moi, ça. Bah oui, mais parce que c'est pas vraiment moi, Ouais. tu vois. Parce que c'est un moi pour les gens, c'est pas un moi pour moi. Tu vois, c'est eux qui décident en vrai. Moi, je vais sur scène, j'essaie des trucs, je garde ce que vous préférez, les gars. Ça me le fait quand je regarde de nouveau mes émissions. Eh oui. Et je me dis, mais pourquoi t'as dit ça? Et je me trompe, je sais pas, sur une prononciation ou un truc comme ça, j'ai envie de me mettre des patates, tu vois ce que je veux dire? Moi, Me retrouver, me recroiser, moi. Viens là, toi, viens là, viens là. Il y a des gens, ils se regardent tout le temps et après, moi, j'aime pas. J'ai peur de tuer le naturel, en fait. J'ai peur d'arriver, me mettre à jouer et avoir en tête ce à quoi je veux ressembler selon mon propre point de vue, tu vois. Alors que non, moi, je pense que c'est vraiment, faut le faire que pour les gens. Donc, je veux arriver à être le plus authentique, même s'il y a des choses de moi que j'aime moins ou que j'aime pas. Je le fais pas pour moi ou pour me kiffer moi. Donc, j'essaie de vraiment me fier que aux souvenirs. Et puis, même m'écouter. J'ai peur après d'essayer de jouer comme la fois où ça a le mieux marché. C'est difficile. Je veux pas me parodier, je veux pas me recopier, je veux pas jouer moi-même. Comment tu travailles, comment tu te forces? Ouais, j'y vais, moi, comme ça. Moi, je sais que lors d'une discussion qu'on avait eue au Paname, tu m'avais dit, j'écris pas. D'abord, je monte sur scène, j'ai une idée en tête. Et je J'écris le avant. joue, allez, 2 lignes. Après, je développe un peu. Ça dépend. En fait, souvent, j'ai l'idée. Au début, je l'écris pas, l'idée. Au début, je la garde en tête et je me dis, ah, ça pourrait faire un truc. Ensuite, je prends mon téléphone, je gratte quelques lignes, tu vois. Je les oublie. Ensuite, souvent, après, ça dépend pourquoi j'écris. Si j'écris pour la scène, je laisse beaucoup de temps, je laisse mûrir l'idée. Il y a beaucoup d'idées que j'arrive même pas à la phase d'écriture. Après, quand on fait les chroniques pour Click, on n'a pas le temps, tu vois. Donc là, dès que j'ai une idée, je commence à essayer de trouver des queutrues et je les écris et je taille, tu vois, rapidement. Mais pour la scène, j'ai l'idée, je laisse mûrir, j'écris quelques lignes. Puis des fois, j'y retourne quand je m'ennuie, je rajoute des trucs, je jette des trucs. Et à un moment donné, je suis sur scène, je me dis, c'est là qu'on essaye. C'est là, c'est maintenant. Moi, j'ai remarqué hier, en te regardant, et depuis que je te vois sur scène, il y a comme une procédure d'écriture, une procédure de blague chez Roman. Roman se pose d'abord une question. Ah bah oui. Et ensuite, il invite les gens à rentrer dans sa tête. Et tu développes tout ce qui se passe dans ta tête et c'est vraiment ça part en farfelu, en absurde. C'est un truc ça part en sucette, c'est ça à peu près. Pourquoi on fait du 46? Pourquoi il y a des tailles de chaussures? Et là, tu dis, mais qui a inventé? Après, tu pars en sucette sur ça. Ouais, moi, j'aime bien la réflexion, en fait. Parce que ça attend une réponse. Moi, je trouve que c'est un bon truc pour capter l'attention, tu vois. Tu poses une question. Là, les gens, ils se la posent. Et s'ils n'ont pas de réponse, ils se disent, bon, bah, j'ai hâte de voir sa réponse à lui. Donc déjà, tu as un peu pris l'attention des gens, tu vois. Et souvent aussi, tu connectes avec les gens en posant une question. Tu pars d'un truc assez... Enfin, moi, c'est souvent ça, mes schémas. Tu pars de quelque chose qui est assez banal. Et finalement, tu rajoutes un petit élément à chaque fois. Et à chaque fois, la suite, elle est logique, tu vois. Les gens, ils te suivent. Ouais. Mais de petits éléments en petits éléments, à un moment donné, on se retrouve à un endroit où les gens, ils se disent, mais comment on est arrivé là, en fait? Et quand tu leur fais réaliser qu'ils ont suivi logiquement, mais qu'ils n'ont aucune idée comment ils sont arrivés là, tu les as emmenés dans une bulle, en fait. Bah, je te jure, c'est exactement ce que je me suis dit hier. Et juste au moment où tu arrives en moule crocodile, je me suis dit, mais wesh, tu vois ce que je veux dire? À quel moment tu mélanges tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que le départ, c'était une remise de prix ou un truc comme ça. Genre le chemin, il est tellement c'est long, tu vois ce que je veux dire? C'est long, mais c'est court dans la tête, j'ai l'impression. Exactement. Et les gens, ils comprennent pas par où on est passé. En fait, les gens, ils ont ce sentiment de « je comprends exactement ce qu'il est en train de dire », alors que pourtant,
Si j'essaie de l'expliquer, je serais pas capable, parce que on est trop parti en couille. Ça, j'adore. Parce qu'après, ça devient un peu comme une blague entre potes, tu vois. Dans le sens où il faut avoir vécu quelque chose ensemble pour comprendre cette blague-là. Ils pourront jamais la raconter, ils pourront jamais... Exactement, jamais la raconter, cette blague. Ils la comprennent parce que tu utilises des mots ou des situations que tout le monde... Par exemple, tu fais beaucoup... Tiens, retourne le portrait, si je me trompe pas, celui-ci, tu fais beaucoup référence à tes copains, les animaux. Ah ouais. Ça, c'était gars sûr. Je crois que l'humoriste, je crois que l'humoriste qui cite plus les animaux. Là, on voit le poulpe. Poulpe, pardon, le guépard, le pélican, il y en a plein d'autres. Hein. Hier, j'ai noté le crocodile, le hibou, le lion, l'antilope. Frère, on vient pas voir un spectacle, c'est un zoo, toi, moi, je les kiffe. J'ai toujours été fasciné par les animaux. Avoue, en termes de créativité, un animal... Faire parler un animal, déjà, c'est ouf. Ouais, et puis c'est fascinant. Imagine, vas-y, toi, invente un animal maintenant. Moi, c'est dans le sens où je trouve que la nature, c'est la création la plus aboutie. T'imagines, si toi, là, on te donne la mission d'inventer un animal, mais jamais, je pense, tu vas... Enfin, moi, jamais j'arriverai à en trouver des aussi stylés de ceux qui existent déjà. Il y a une créativité dans la nature et dans le monde animal qui est juste fou. Il y a des animaux, ils sont trop absurdes, en fait. Ils sont trop... Le pélican que tu vois là, c'est trop... C'est avec son bec, ils sont trop chelous. L'autre, là, le guépard, il va à plus de 100 km/h. C'est une moto. Tu vois ce que je veux dire? L'autre, la pieuvre, là, elle a 8 cerveaux. La créativité derrière les animaux, moi, elle me fascine. J'ai toujours trouvé ça trop beau. Moi, j'ai l'impression de voir un animal sur scène. En fait, t'essaies de jouer, d'être eux. Tu vois, quand tu parles d'eux. Ah bah complètement. Moi, je les kiffe trop. C'est un délire. Tu t'inspires toujours des documentaires animaliers? Ouais. C'est ta cam? C'est ma cam, en vrai. Parce qu'il y a vraiment toute une phase de ma vie où c'est juste ça que je regardais, en vrai. Je regardais absolument rien d'autre que des documentaires animaliers. Là, je suis dans une phase où c'est un peu triste, parce que je réalise qu'il n'y a pas de nouveaux animaux qui vont sortir. Il y en a moins, même. Et même, il y en a de moins en moins. Et ça me fait bader un peu. Vraiment, ça me fait bader. Là, je suis dans une phase où je me dis, ouais, c'est ça. Là, je pense que je les connais. Il n'y a pas... Jamais. C'est pas comme un album qui sort ou un nouveau film. C'est là, les animaux, il y en a de moins en moins. Aller à leur rencontre, ça va être peut-être différent. T'as déjà fait, enfin, je sais pas, peut-être des safaris, etc. Quand j'étais jeune, je pense que c'est un des trucs qui m'a donné la piqûre. Mes parents étaient très, très fans de nature et d'animaux. Et j'ai eu, j'allais dire la chance, mais c'est plus que ça. C'est le luxe d'aller au Kenya quand j'avais genre 13 ans. T'imagines la gifle que tu prends. T'imagines Oh là là. Mais tu sais, puis t'es chez eux, quoi. C'est pas... Moi, les zoos, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Je suis en mode, non, écoute, l'animal, il n'est pas fait pour ça. Après, si c'est des animaux qui sont nés en captivité parce qu'ils étaient dans des business bizarres et qu'ils ne pourront jamais être dans la nature, donc autant les mettre dans un zoo où ils vivront mieux. Bon, ça, je comprends, tu vois. Mais j'aime pas trop aller voir des animaux enfermés. Je préfère, moi, m'enfermer et aller les voir, tu vois. Mais ils sont trop beaux, tu vois. C'est ouf. La première fois que j'ai vu un lion, t'imagines, dans la nature, on était là 13 ans, hein. T'es un gamin, tu vois, 13 ans. J'étais émerveillé. Il y a un lion, il est venu se mettre à l'ombre sous la voiture, il s'est couché comme ça, contre la voiture. Et on était là, il y avait un énorme lion. Mais quand je te dis énorme, quand tu le vois en vidéo, t'as aucune idée d'à quel point c'est une machine de guerre, ce truc-là. Moi, je peux t'écouter 1000 ans parler des animaux. Chaque fois, quand on était posé dans les caves d'humour, etc., dans les loges, on précise. On parlait des animaux et ça partait vite en sucette. Moi, ce que j'aime... Tiens, il y a ta musique d'entrée. Quand je faisais ta première partie au flow, c'était MJ, c'était Mike... il y en a eu beaucoup. MJ. Je les change régulièrement. Ouais. Mais attends, on va juste écouter celle-là parce qu'en fait, ça rentre un petit peu dans la rêve des animaux, de la nature, etc. On se la met vite fait. Et là, ça me... je crois 20 piges, non, un peu plus. Ouais, je pense une vingtaine d'années. Et ça fait flipper parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a de moins en moins d'animaux et la terre part en sucette. Et ce clip-là, Michael est plus là. Ouais, Michael, il est plus là. Ouais. Non, c'est chaud. Cette chanson-là est trop forte. Déjà, pourquoi tu l'as choisie, celle-là? Pour rentrer, tu rentres sur scène comme ça? Alors maintenant, je l'ai changé. Ouais. Je l'ai changé. Avant, je rentrais comme ça sur scène. Peut-être que je vais le remettre à un moment donné, mais j'aime bien changer juste pour briser un peu une routine, essayer d'autres énergies. Et t'as une petite shortlist de musique Souvent, je fais au feeling, tu vois. Puis je vais essayer d'autres trucs, tu vois, juste pour vraiment
vraiment explorer, tu vois, pas que ce soit toujours pareil. Au Théâtre de l'Œuvre, c'est différent car t'as pas vraiment. T'es derrière. T'es pas derrière la scène comme au Flow. Ouais. Au Flow, on mettait la playlist et on s'enjaillait. Je me rappelle, Ouais. t'écoutais, voilà, ce son-là, je kiffe de ouf. Je me rappelle plus de ce que t'écoutais. Ouais, Mais il y souvent, avait, il y avait Céline. Ouais, il y avait Céline. Il y avait Lamar. Céline. Kendrick Lamar, beaucoup. Exactement, Kendrick, mais Lionel Richie. Lionel Richie. Voilà, je sais que tu kiffes de ouf et tu te mettais dans une ambiance. T'étais pépère, tu chillais, tu remontais, tu tapais ta club, tu revenais, histoire de te mettre un petit peu dans l'ambiance, tu vois. Et dès que moi, je voyais un Roman qui se chargeait. Ouais. Tu branchais ton téléphone avant de monter sur scène. Exact. T'arrivais tôt. Que là, à l'œuvre, c'est différent. T'arrives 5 minutes avant, J'arrive dernière minute. tu montes. maintenant. Hier, t'es monté sans musique. Ouais. C'est vraiment pour, comme tu disais, casser la routine. Ou Essayer d'autres trucs aussi. En fait, moi, j'ai l'impression que si tu fais, tu vois, si c'est la même musique, la même entrée, le même processus, dans ma tête, je vais avoir le souvenir des spectacles précédents Ouais. et j'ai peur de tomber dans une musique où je vais me recopier avant. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il faut réussir à se réinventer à chaque fois. Tu vois, et donc, pour ça, j'essaie de briser un peu la routine. Aussi, ma vie change, tu vois. Elle Là, évolue. au Flow, maintenant, ce spectacle-là, même s'il a beaucoup évolué, il a beaucoup changé, mais je l'ai joué, tu vois, je l'ai joué 3 fois par semaine pendant presque 1 an maintenant. Donc mon rapport à l'exercice, il est un peu différent. Et j'aime bien me rajouter de la pression. La pression, de la peur. La peur, c'est Ouais. un truc qui revient souvent dans ton spectacle. Ouais, La peur de l'amour, la peur du mariage. La peur de la mort, un peu, elle Ouais. est effleurée. T'as moins peur de la mort que de du l'amour. mariage. Ouais, ça, c'est... Que de l'amour. Je trouve que, après, j'exagère un peu tout, c'est surtout pour faire réfléchir un peu les... Pas faire réfléchir les gens, mais pour avoir l'attention des gens. Tu sais, quand tu dis aux gens, j'ai pas peur de la mort, les gens, ils veulent t'écouter. Ils disent, OK, pourquoi t'as pas peur de la mort? Et quand tu dis, j'ai peur de l'amour, et ça, c'est dans 2 minutes, t'as un gars, il dit, attends, tout le monde a peur de la mort et cherche l'amour, et lui, il nous dit qu'il a peur de l'amour, mais il a pas peur de la mort. C'est une Forcément, t'as envie d'écouter le type, tu vois. Tu captes l'intention et puis Ouais. tu peux développer, tu les as. Et tu peux développer, tu réfléchis ces 2 sujets de manière un peu différente. Ça et fait puis- partie un peu de l'art du stand-up. Ouais. Tu dis souvent aussi que le stand-up, c'est l'art du recul. Ah ouais, Dans des complètement. situations de vie, etc. Ouais. Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que il faut... pour moi, quand tu fais une blague, tu as déjà le portrait global de ce que tu veux dire. Ok. Pour moi, en fait, pour faire une blague juste, il faut voir les choses en large, tu vois. Et souvent, une blague, c'est regarde. Moi, je te parle, je mets une information dans ta tête ici. Ok. Ensuite, je glisse une autre information ici dans ta tête. Toi, tu as les 2 points là. Et souvent, la blague, c'est quand je fais le lien comme ça. Ta. Et tu fais « Oh, le bâtard !» Ou alors, quand par exemple, je te fais un dessin comme ça, là, tu vois le dessin, tu comprends pas. Et là, je te change le point de vue sur le dessin. Et en le changeant, ça fait autre chose. Et tu fais « Ah, le bâtard !» Donc moi, depuis le départ, j'ai le recul sur le délire. Mais dans la manière avec laquelle je te donne les informations, là, il va y avoir une blague. Donc pour moi, il faut avoir vu la situation en large pour pouvoir faire des blagues dedans. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Ça a l'air d'être. Moi, j'ai compris. Ouais. Je sais pas si les gens ont bien pigé. Ouais, il faut Ouais, que mais tu moi, vois. je trouve que c'est clair. Et puis même, je pense qu'il faut avoir pris beaucoup de recul sur les sujets pour en parler devant les gens. Tu peux pas te permettre d'arriver, de parler ou de rigoler de choses devant les gens si tu n'as pas pris le temps de te poser la question comment telle personne le voit, comment... Tu vois, il faut un portrait global de la situation. Et je sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, depuis que je fais du stand-up, je m'énerve plus. Ah, moi, je m'énerve plus jamais. Ou alors... Comment on explique ça, en fait? En fait, je suis tout le temps dans la blague. Dès que... Non, je vais analyser un peu le délire. Après, en fait, c'est pas que je m'énerve intérieurement, tu vois, peut-être, mais je fais pas de coups d'éclat. Je suis plus dans le bruit, je suis moins... Mais je comprends, moi, je fais ça avec la majorité C'est pour de ça mes que j'ai émotions. compris le délire de... on prend du recul, en fait. Bah ouais. On analyse. Oula, il y a une blague quelque part. Exactement. On est devenus des prédateurs de la blague. Que ça. C'est vraiment, moi, aujourd'hui, à chaque fois que je suis toujours en train de m'analyser, moi, dans la vie. Et sans me mettre, j'essaie de me mettre le moins de limites possible, d'essayer d'être le plus libre. Et je suis à l'écoute de mes sentiments. Ça veut dire, si là, il se passe quelque chose et je suis vénère, comme tu dis, au lieu d'être vénère, je vais dire « Stop !» Là, il y a quelque chose, ça vient de me vénère. Ça veut dire, il y a une blague. Pourquoi ça m'énerve? Est-ce que c'est normal que ça m'énerve? Est-ce que c'est peut-être... En fait, je suis peut-être con que ça m'énerve. Et donc maintenant, moi, je fais que ça. Est-ce que j'ai une vraie raison de m'énerver là ou je m'énerve par ego? Ou alors que non, vraiment, c'est énervant. On devrait en parler. Pourquoi on n'en parle pas de ça? C'est énervant. Donc moi, pareil, quand j'ai peur, ça me fait ça aussi avec la peur. Là, j'ai eu peur. Je me dis, ah là, il y a quelque chose. Tu vois, ou là, je suis très content. Je dis, ah, ça veut dire qu'il y a une blague autour. Ouais.
Donc moi, ça part toujours du sentiment. Et donc, comme tu dis, ça prend du recul pour ça. Ouais. Il faut vraiment du recul. Il ne faut pas être guidé par tes émotions. Sinon, tu vois rien, tu es aveugle. Et ça fait partie un peu de l'essence de notre métier. Il y a pas longtemps, j'ai réécouté l'émission Café au Losset avec Louis Dubourg. Ouais. Tu en as fait 2. Dans l'une, tu définis vraiment ce que c'est, pas le stand-up, mais ce qu'on est, nous, tu vois, de monter sur scène, de prendre le courage. On se réécoute vite fait l'extrait et on revient là-dessus. En fait, il est là, je pense même, le secret de la réussite dans cette discipline. C'est que la raison pour laquelle la majorité des gens ils trouvent ça impressionnant qu'ils le feraient jamais, c'est parce que ce que tu mets sur la balance, c'est ton ego. C'est ton image. Et beaucoup de gens sont pas prêts à sacrifier leur image. Et nous, on y va, et t'acceptes d'y aller, et t'acceptes en sachant pertinemment qu'au début, tu seras pas à la hauteur de ce que t'espères être un jour. L'acceptation. Il faut accepter d'être éclaté pour faire quelque chose de bien, quoi. Mais ça a des répercussions. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore mal de certains bides ou autres? Ouais, ça fait mal, mais la douleur, je l'ai déjà eue, donc je la connais, tu vois. Maintenant, je sais tout ce qu'il y a à aller chercher dans la prise de risque. Et la prise de risque, ça sous-entend se tromper des fois. Mais j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps, vraiment, ça m'a fait... vraiment, j'ai trouvé ça très bien formulé. C'est genre 2 personnes qui parlent, et il y en a un qui dit c'est quoi le secret de la réussite? L'autre, il dit c'est l'expérience. L'autre, il dit comment on fait pour avoir de l'expérience? L'autre, il dit il faut prendre des bonnes décisions. L'autre, comment on fait pour prendre des bonnes décisions? Il faut prendre des mauvaises décisions. Donc au final, le secret de la réussite, c'est de tomber, se relever, avancer. Il faut accepter. Encore une fois, c'est une question de recul, tu vois. Faut pas être... faut voir le projet sur le long terme. Faut voir le chemin, tu vois. Faut pas se dire, ah là, je suis tombé, donc... Non, moi, je vois le chemin, je dis mon objectif, admettons, c'est que ce 5 minutes-là, il faut que je trouve un 5 minutes qui est très marrant. Donc là, je vais écrire un premier 5 minutes, je vais aller sur scène, il va y avoir peut-être 1 minute de marrant. Il y a 4 minutes achetées, je vais, admettons, ou alors même 0 de rien de marrant. Ouais. Je vais réécrire un 5 minutes et tac. Et à chaque fois, je vais prendre des gifles, mais à force de prendre des gifles... Quand est-ce que tu as compris ça, toi? Parce que je sais que très tôt, tu as voulu faire de l'humour. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment meilleurs que moi, c'est tout. J'allais dans des comédie clubs et je voyais des gens, je me disais, mais ce gars-là, il est trop fort. Il faut que j'arrive à être aussi fort que lui. Donc là, j'écrivais un truc, je le faisais, et c'était pas aussi fort que lui. Donc je me dis, il faut que j'écrive un autre truc, ou alors que je change ce truc-là, mais comme lui, il est trop fort. C'est qui? T'as des exemples? Il y en a beaucoup. Après, moi, celui qui a pendant longtemps mis la barre à un niveau que j'ai essayé d'atteindre, c'est un Québécois qui s'appelle Simon Gouache. Après, il y en a eu avant ça, il y a eu Mehdi Boussaïdan aussi. Il y a eu, c'est des Québécois beaucoup puisque j'étais là-bas. Ouais. Et je me souviens quand je suis rentré à l'école de l'humour, j'allais tous les mercredis à une soirée qui s'appelait L'Abreuvoir. J'y allais avec mon pote qui s'appelle Anas. Et on y allait chaque mercredi, on allait voir les humoristes. Et là, nous, on venait de commencer. Et j'ai vu des niveaux, mais incroyables, tu vois. Et je me souviens d'une fois, Simon Gouache, il a fait écoute, les gens, l'hilarité, c'était permanent, dès qu'il faisait une blague, mais des explosions de rire. En plus, c'était dans une cave où on est 120 alors qu'il y a 70 places en vrai, tu vois le truc, il fait chaud, lui il est là, la scène elle est minuscule, il a son micro, et il éclate tout. Il y avait Simon Leblanc aussi, que j'ai vu après. Mais ravage, mon ami, ravage. Et là, moi, je me voyais, je commençais à jouer sur les plateaux. Tiens, je te laisse retourner le copain. Ah ouais. Merde. Ah, Chétoui. Ah oui, on va parler du... La mine Chétoui. Débarre, t'as pris la meilleure photo de lui. Je jure. Mec, et tu sais quoi, je me suis trompé de cadre, c'est lui que je voulais retourner. C'est lui que tu voulais retourner. Exactement, ça c'était une surprise. Ouais, Simon Leblanc, c'est un tueur. Je pense que j'ai jamais vu personne dans ma vie éclater une salle comme ce monsieur-là éclate des salles. Ouais. Jamais dans ma vie j'ai vu ça. Sérieusement, en termes d'efficacité sur un public, j'ai vu beaucoup de blagues. Et t'avais quel âge quand tu l'as vu, le copain, là, et tu te dis, waouh, lui... J'avais 20 ans, 21 ans. En termes de comparaison dans le foot, c'est comme si tu voyais qui... C'est Messi, les amis. Ah ouais. C'est Messi, les amis. Pourquoi lui, c'est Messi? C'est Messi, pour moi. Mais en même temps, bon, après, ça dépend si mais parce qu'il travaille très très fort aussi. Lui, il se met dans des situations... Regarde, ça rejoint parfaitement ce qu'on disait juste avant. Lui, là, ce qu'il fait, il se met volontairement dans les situations les plus difficiles pour faire des blagues, pour travailler. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, cette histoire de accepter que tu vas être nul pour devenir bon, c'est que par là que ça marche. Ça rejoint ce que disait Hadib. Oui. Je bide beaucoup. Voilà. Il peut bider pendant
2 mois, Voilà. mais il sait que l'idée qu'il a en tête, C'est qu'à la au fond, fin- c'est que c'est marrant. Je veux pas Et que ce soit marrant tout de suite. Ouais. Je veux qu'à partir d'un moment, ce soit marrant pour toujours. Et tu penses qu'aujourd'hui, on a une génération où il faut que ce soit marrant maintenant, et puis on n'a pas le temps, on a peu le temps de travailler, de Après- cultiver un petit peu la blague. Il faut que ce soit marrant le plus tôt possible dans Oui. l'idéal. Tu vois, moi, si je suis capable de sortir une V1, c'est la première version, elle tue dès la première fois, mais tant mieux. Voilà. C'est Mais la fini. réalité fait que si tu veux amener quelque chose qui vraiment est fort et qui est fort pour des bonnes raisons et qui sera fort pendant longtemps, souvent ça passe pas. Beaucoup de bides, beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de OK, ça je peux aller chercher mieux, beaucoup de travail. Lui là, il fait des shows de 1 heure dans des petites salles, il fait exprès, il prend des gens, il met 14 personnes, tu vois. 14 ou tu vois, 12 personnes dans des petites salles qui ne sont pas vraiment forcément faites pour ça à la base. Il se met dans les pires conditions possibles et il fait 1 heure comme ça. Tac. Et à force de le faire, il arrive finalement, quand il arrive à éclater la salle dans ces conditions, là, il va dans les autres. Et tu vois ce qu'il leur fait. Pff. Il arrive à éclater 13 personnes comme ça, éparpillées. Alors quand il arrive dans une salle où les gens ils sont dans des bons sièges, tout va bien, lui, mais il est sur l'eau, il flotte. C'est magique ce qu'il leur fait. Ah ouais. Vraiment. Ça rejoint la phrase qui dit « un dur entraînement rend la guerre facile Exactement. C'est exactement ça. Lui, il accepte qu'il y a des shows qui sont pour l'entraînement et il y a des shows, c'est la guerre. Et donc, c'est ce qu'il faut accepter. Il faut accepter qu'à l'entraînement, c'est difficile pour que la guerre, tu sois tranquillement. » Ouais, tu as cité tout à l'heure un de tes comparses, Anas. Ouais. Tu peux nous présenter un petit peu? Anas, bah écoute, moi, je l'ai rencontré quand je suis rentré à l'École nationale de l'humour. Et ça a été tu vois, ça a été mon soldat. On était le binôme. Tous les jours, en fait, il vivait chez WAM. Je l'ai rencontré, lui, il habitait en banlieue de Montréal. Moi, j'avais un appart avec un autre coloc qui était plus proche de l'école. Je dis, frérot, au lieu de faire 2 heures de route, dors sur mon canapé quand tu veux, tu vois. Mais pourquoi déjà tu as choisi l'école t'as été à l'école de l'humour à Montréal? Moi, Adib Al-Khalidé, justement, me l'a recommandé. Après, en fait, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, toi, tu l'as fait, dis-moi ce que j'ai à trouver. Il m'a dit ce que j'avais à trouver. Et je me suis dit, bon, il faut que j'y aille. Puis j'avais aussi des petites histoires de visa où ça m'arrangeait. Et au début, je pense que si j'ai voulu y aller, c'était pas forcément pour les bonnes raisons. Mais j'ai compris là-bas que j'avais des choses incroyables à apprendre. Et vraiment, ça m'a transformé. Et ça t'a vraiment transformé parce Ouais. que t'es arrivé là-bas, je crois que t'avais 30 minutes. Je suis arrivé là-bas, j'avais 30 minutes. Ouais. Ouais. Et là-bas, tes 30 minutes se sont transformées en 15 bonnes minutes. T'as découpé ou Ouais. t'as transformé une heure J'ai de tout jeté. tout jeté? J'arrivais là-bas, j'avais à peu près 30 minutes que j'avais joué à Paris. Et au final, et j'avais écrit beaucoup à Montréal, j'avais écrit des nouvelles choses, tu vois, mais j'ai tout jeté, au final. Ces 30 minutes-là, je reste persuadé que je les ai écrites dans ma vie pour rentrer à l'école. Ouais. Et après, j'ai cherché d'autres choses, j'ai approfondi. Mais ça m'a appris surtout à pas être avare de travail et avare de texte. Tu vois, il y a un truc de quand tu travailles fort et que tu arrives à trouver une bonne blague, t'as pas envie de t'en détacher. Et là, on en parlait avec le C'est truc mon du gros spectacle. souci, moi, actuellement. Faut J'ai des écrire et blagues. jeter. Faut Ah, écrire non. et jeter. En fait, je suis un peu dans la politique de dès que ça sort en vidéo, au revoir. Ouais. Mais des fois, c'est mon bébé, j'ai pas envie de le jeter. C'est comme la blague de la pieuvre. T'as vu, t'as eu beaucoup de mal à t'en séparer. C'était mon bébé, ça a changé ma vie, cette blague. Mais en même temps, ça fait du bien de s'en séparer, tu vois. C'est Louis C.K., hein. Ouais. Louis C.K., ce qui a changé sa vie, c'est qu'à un moment de sa vie, il s'est dit, chaque année, je fais un nouveau 1 heure et je jette. Et nous, on a commencé à faire ça assez tôt, parce que, justement, inspiré par sa démarche. On s'est dit, lui, il le fait, il l'a réalisé tard, que c'est ça qui marchait. Vas-y, on va faire ça, on va écrire 1 heure, on va jeter, on va écrire 1 heure, on va jeter, on va écrire 1 heure, on va jeter. Et arrive un moment donné où, maintenant, ma force, c'est pas mes blagues, c'est ma capacité à en écrire. Et alors ça, c'est parfait, Là-dessus. tu vois. Là-dessus. On revient vite fait sur Anas parce qu'on s'est un peu Ouais. éloigné. J'ai demandé aussi comment s'est passée votre rencontre. Ah, Il nous a envoyé une petite vidéo. Comment j'ai rencontré Roman, c'est vraiment pas intéressant. Je lui ai donné une cigarette, on est tout de suite devenus les meilleurs amis du monde. Ce qui est intéressant à savoir, c'est pourquoi est-ce que Roman me doit la vie, et ce, à de multiples reprises. Une fois, on s'en allait le matin à 9h à un cours à l'École nationale de l'humour. On habitait ensemble dans ce temps-là. Et c'est un des rares matins où est-ce que Roman est de bonne humeur. Et puis, il dit la phrase « Je me sens vraiment jovial ce matin, tu sais. » Donc, lui, il sort sur le porche, il m'attend. Moi, je suis en train de chercher quelque chose et je l'entends discuter avec quelqu'un, tu sais. Et en sortant, je réalise qu'il est en train d'avoir une altercation avec quelqu'un qui a une aura d'ex-détenu, là, un tatou dans le cou, là, quelque chose de pas clair, tu sais. Là, à ce que je comprends, Roman puis lui ont eu un contact visuel trop long pendant que le monsieur passait. Donc, c'était ambigu. Et le monsieur est venu poser des questions. Tu sais, qu'est-ce que tu regardes? Je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, le monsieur essaie de mettre une claque à Roman et je l'en empêche de ma capacité musculaire. Après quelques minutes de négociation tendue, le monsieur, juste avant de s'en aller, il dit à Roman,
on n'est pas tous joviaux comme toi le matin. C'est fou. C'est vraiment un signe. Alors qu'il n'avait pas entendu quand Roman a dit ça. Ça veut vraiment dire que j'étais destiné à devenir le padré de Roman. Ah là, c'est un tueur. Mais c'est vrai, cette histoire. Il me fume, même à vrai. chaque fois qu'il passe sur Paris pour tester quelques blagues. Anas, c'est la légende. Moi, je pense qu'il n'y a personne dans ma vie qui m'a fait... Voilà, les plus grosses barres de rire que j'ai eues dans ma vie, je suis dans un salon, il y a Anas, il y a Oussama, il y a LP, il y a Tristan, il y a Lamine, évidemment. Ces gars-là, ils m'ont... Oh là là, Ces gars t'ont qu'est-ce porté. qu'on a Ces gars rigolé. en fait, c'était gars sûr de l'autre côté. Ouais, mais même encore maintenant, là, après, c'est difficile. Tu sais, on se Skype, on s'appelle, on tape des barres, tu vois. Mais ces gars-là, on a été ensemble tous les jours, du matin au soir, pendant des années. Puis on a traversé des périodes ultra dures ensemble. C'est ça, en fait. On va y réexpliquer un petit peu aux gens. Très tôt, t'es parti à Montréal. T'es parti à Montréal, déjà une première fois, t'es été accueilli par ta tante, c'est ça? Ma tante, qui a, pareil, a changé ma vie. Hein. Je l'embrasse, d'ailleurs. Qui a t'encouragé. Ouais. T'as eu des stages. Elle m'a challengé, elle m'a fait grandir. Elle a toujours été très franche avec moi. Elle m'a Et super. ensuite, t'es rentré à l'école d'humour, t'as rencontré toute ta team, là, à peu près. Même juste avant, je crois que Lamine m'a dit que vous vous êtes rencontrés lors d'un spectacle où lui était sur scène. Ouais, à la première fois Et il a bidé fort. Il a bidé fort et c'est la dernière fois que je l'ai vu monter sur scène, moi. Il était avec un autre de nos frérots qui s'appelle Oussama. Et à ce moment-là, ils avaient cette photo, elle est gaulerie. Il est au courant que tu as pris cette photo? Non. Il va te niquer. Il va te niquer. Franchement, on dirait pas un mec qui va chanter Suavemente. Ouais, on dirait un danseur flamenco. Lamine, je suis désolé, hein, mais cette photo, j'ai insisté pour la voir. Elle a trop de pêche. Trop de pêche, cette photo. On dirait un danseur flamenco avec la voix cassée. Lamine, La mort. la muerte. El diablo de la mort. Mais ouais, et puis au final, je me souviens très bien. Après, on est parti sur le Mont-Royal. À Montréal, il y a une espèce de tu vois, où tu as vraiment un panorama, où tu as une vue de toute la ville. On était parti là-bas. C'est vrai, Anna s'est arrivé. La première chose qu'il a fait, c'est pas dire un mot, il m'a tendu une clope comme ça. Après la clope, et là, on a discuté. C'était la première fois que je les voyais. On a compris tout de suite qu'on allait faire un bout de chemin ensemble, ces gars-là. On a compris très, très rapidement qu'il y avait un équipage et qu'il y avait un bateau de pirates et qu'on devait aller quelque part. One Piece. Ouais, vraiment, je te jure. On a compris que c'était une équipe et que probablement... Enfin, tu vois, c'était aussi simple que ça. En discutant hier, il m'a dit très tôt, on s'est structuré. Ouais, très tôt, on s'est structuré. À l'âge de... Je crois que vous avez... 21 ans. Ouais. Dis-toi, après, c'est 21 ans là, Oussama Lamine, ils s'endettent, ils achètent du matériel ils quittent l'école. Nous, on est à l'école de l'humour avec Anas. Ils s'endettent, ils quittent l'école, ils achètent du matériel de vidéo et on dit, on écrit une série. Là, nous, on écrit une série, on essaie de la tourner. Qui s'appelait? Ça s'appelait A0. C'est le truc sur les barbiers. Et c'était un truc sur des barbiers, Qui est jamais sorti. C'est jamais sorti, c'est jamais fini. Nous, on a cru, on avait 20 ans, on a cru on était capable de tourner une série télé. Tu comprends ou pas? Mais c'est représentatif de toute notre mentalité. On s'est dit, on va y arriver. Maintenant, on y va comment? On y va comme des bonhommes, on fait. Donc là, les gars s'endettent, nanana, clac, échec. Et total, on n'arrive même pas à tourner un épisode parce qu'on est trop des deux mères. Là, Pourquoi? C'était Parce manque de rigueur, manque de... Parce qu'on était trop jeunes, on connaissait rien. Mais t'imagines comment c'est présomptueux, penser que t'as 20 ans, t'as jamais rien fait dans ta vie, tu vas faire une série télé, tu réalises le taf que c'est, le travail. On n'était pas là du tout, on n'avait pas l'expérience, on n'avait rien du tout. Mais ça nous a... à ce moment-là, on a compris très rapidement à quel point c'était dur ce métier. Et on a compris aussi les qualités des uns et des autres, tu vois. Lamine, il a un sang-froid impeccable, il a une vision business très intéressante, il est très rassurant, il a beaucoup de charisme, il a aussi beaucoup de créativité. Tous, ils sont marrants, ça c'était le point de départ. Tous, ils sont marrants, tous, ils ont la blague. Tu vois, Oussama, c'est un vendeur de ouf, il écrit des blagues, il monte sur scène aussi. Anas et moi, on écrit des blagues. Là, qu'on s'est dit, il y avait LP qui faisait la vidéo, on s'est dit, vas-y, on y va. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Lamine, c'est la tête pensante, même si, bon, et tout le monde réfléchit, mais c'est lui, tu vois. C'est lui le cerveau, le stratège. Nous, on est à la création, d'autres, ils sont à la vente, au truc. Et on y va, les amis. On peut pas. Là, on s'est endetté. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on réussisse dans ce milieu. Et donc, de là, on avait une entreprise, on avait 21 ans et des dettes, tu vois. La pression directe de la société. La pression directe. Mais c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est attaché, que je marche à la peur. Ouais. Sans cette pression, j'aurais jamais rien fait dans ma vie. Cette pression t'a beaucoup aidé dans cet épisode qui est super important dans ta vie. Clic. Bah oui. Clic dimanche. Bah oui. Parce qu'écrire une chronique humoristique une fois par semaine et débarquer un dimanche matin chez les gens, c'est... moi, je te voyais, hein.
dans les couloirs, parce qu'on voilà, on se connaît depuis un moment, et je te voyais là, et des fois, tu me disais, je suis dans la merde, je sais pas quoi faire. Et il y a des jours, tu étais là, et je vais les défoncer aujourd'hui. Comment t'expliques ça? Bah ouais, après j'avais eu l'expérience de, tu sais, la soirée que je te parlais au début, l'Abreuvoir. Finalement, je me suis retrouvé à l'animer après. Pareil, à ce moment-là, ça me faisait tellement peur que je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc c'était un luxe énorme de me proposer ça, enfin, c'était magnifique. Donc chaque semaine, j'arrivais sur scène devant un public et je devais faire un nouveau 10 minutes. Il y avait beaucoup d'impro, mais c'était un nouveau 10 minutes par semaine. Donc ça m'a mis dans cette nouvelle mentalité de on écrit, on jette, on écrit, on jette, on écrit, on jette. J'ai fait ça pendant 1 an. Ah ouais. Donc après, on est arrivé à Paris. Les gens ne te rendent pas compte, mais dans la muscule, déjà tu travailles 1 an, tu as des pecs monstrueux. Et là, dans le rire, peut-être tu n'as aucun pec, tu n'as aucun muscle. Mais je sais, mais ton corps est un tibia, tu le dis. Mais le muscle de je pense trouver que, la blague rapidement, normalement. Je pense que c'est est très développé. Bah écoute, on a travaillé pour. Après, on sait jamais. Tu vois, il y a des gens qui regardent les vidéos, ils me trouvent éclaté. Donc bon, c'est toujours... C'est quoi on va se regarder la première, tu vois, et on va l'analyser, on va revenir là-dessus. La toute première? Ouais, toute première. Je fais ça rapide, bravo tout le monde, en fait j'ai pas le temps, dans 25 minutes j'ai un avion, je t'explique l'histoire. Je m'embrouille avec une meuf, elle me dit ouais t'es un mongol. Alors je lui dis déjà mongol c'est un peuple, c'est pas une insulte, c'est super raciste ce que t'es en train de raconter. Elle me dit oui mais t'es quand même mongol. Je dis moi je suis mongol, j'ai booké un avion, là je vais en Mongolie, j'arrive là-bas, je prends le selfie avec le premier mongol que je croise, j'arrive, je lui montre, je lui dis tu trouves qu'on se ressemble? C'est sûr je gagne l'embrouille, c'est sûr je gagne l'embrouille. Très hâte d'arriver en Asie, il se passe des trucs de fou en Asie. Premiers Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud, je sais pas si c'est les premiers mais en tout cas ils sont là-bas. Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud, je vais regarder, juste pour le saut à ski. Extraordinaire. Ça, c'est des gens, ils descendent des pentes, ils sautent, après, c'est Dieu qui décide. Toi, ta mère, elle t'aurait laissé faire ça, toi? Non. Elle t'aurait laissé, moi, je sors de chez moi, ma mère, elle me demande, tu vas où? Je lui dis, c'est très simple. Je vais me munir de ski, je vais descendre une pente jusqu'à atteindre une vitesse qui me tue au moindre faux mouvement. Ensuite, je prends un tremplin et j'essaie de planer tel un pélican. Ma mère, elle m'aurait dit, viens ici, j'ai un revers de la main droite pour toi, tu vas planer tel un pélican. Ta tête, elle va heurter le mur, tu vas t'évanouir, tu vas réfléchir à quelle activité on fait ou on fait pas dans la vie, tu vois. En passant soit à ski, moi, je mets un gros billet sur la Corée du Nord. Très gros billet sur la Corée du Nord. Parce qu'à l'entraînement, ils doivent se défoncer. À chaque fois qu'ils prennent le tremplin, ils doivent se dire avec un peu de chance, je passe une frontière. Avec un peu de chance, à moi la liberté. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, il y a des... Mais la blague, la première blague, elle est éclatée. Elle est nulle. La première blague, elle est tellement nulle. Donc ta première blague de l'histoire de Click. Ouais, et puis même le rythme, il est bizarre. T'as vu comment je suis stressé et tout. Ça se voit, on voit. Je suis stressé, il faut... Moi, je suis stressé à chaque fois. Hein, ce que je remarque, c'est qu'on est, nous humoristes, quand on teste un truc, on veut vite le livrer et se barrer. Ouais. Tiens, le colis. Ouais, puis t'imagines, moi j'ai jamais fait ça dans... Là, c'est à la télé, en face de moi j'ai Kassovitz, j'ai Mouloud à ma droite, je l'ai vu mardi, il m'a dit tu commences jeudi, je suis tout stressé, je me dis il va falloir que je le fasse du mieux que je peux, et là, mais je dois penser à plein de trucs. C'est pas le public de Click d'aujourd'hui qu'on a développé, que t'as développé, les gens sont là, les gens ne te connaissent pas. Et puis c'est un style de blague un peu particulier, donc je me dis il va falloir que je l'installe, la première blague elle est éclatée. Moi, j'aime bien la blague de... Mais tu vois, dans le rythme, aujourd'hui, je l'aurais fait différemment. Mais moi, ma blague préférée là-dedans, c'était que pour les Jeux Olympiques de ski, la Corée du Nord et la Corée du Sud, ils étaient sous une même équipe. Et donc, il y avait la blague de quand il s'agit de faire du ski, on est copains, mais quand il s'agit de faire la guerre, c'est chacun de son côté. Mais les gars, faites du ski toute l'année, de quoi vous parlez, tu vois. On vous l'a fourni, la neige. On vous donne la neige, si vous voulez. Ça, je trouvais, il y avait du sens. Pour moi, c'était la meilleure blague du truc. Mais ouais, ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours un petit peu de sens dans tes blagues. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux partir en sucette, hein, tu peux parler de, je sais pas, d'alcool, de sexe, etc. Mais tu as toujours un petit peu de sens, légèrement. Hier, légèrement, tu as juste dit Eric. Et la salle a fait wow! Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens ont compris. Exactement. Ce que je veux dire, le délire. Et tu vois, le contexte actuel, etc. Donc ça détend un peu les gens. Et moi, j'aime bien cette forme, je vais pas dire d'engagement. Non, c'est pas vraiment de l'engagement. C'est pas de l'engagement, si. Non. Je sais pas, c'est le mot conscience aussi, mais c'est en fait c'est humain. C'est tellement aujourd'hui, je pense, qu'on est un peu, je sais pas, c'est le mot déshumanisé ou tu vois que quand quelqu'un fait quelque chose qui doit être normal pour moi, tu vois, de conscient, on dit direct, on le taxe directement d'engager, etc. Alors que normalement ça doit être normal. Ouais, enfin engager, c'est. Moi, l'idée, c'est. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est je me dis au cas où je suis pas marrant, moi je serais peut-être un petit peu intéressant. Ça, c'est la première. Et la deuxième, je me dis, quitte à parler aux gens, autant essayer de leur dire un truc. Et troisièmement, ça donne pour moi des blagues de meilleure qualité quand elles ont tendance à transmettre une idée, tu vois. Pour moi, toutes les blagues qui m'ont fait le plus kiffer dans ma vie, c'est des blagues qui, en même temps, m'avaient fait regarder le monde d'une manière que je n'avais pas forcément acceptée. Ou qui envoyaient un message que j'avais envie de défendre, tu vois.
Je me dis, sinon, je fais des blagues sur les tailles-crayons, on peut trouver de très bonnes blagues sur les tailles-crayons, mais j'ai l'impression que ce sera jamais aussi fort qu'une blague qui, en même temps, nous fait réfléchir un peu soit la vie, soit nous-mêmes, soit sans être engagé, sans dire on devrait vivre comme ça. Non, juste nous, tu vois, nous connecter à un peu, comme tu dis, un peu de conscience, tu vois. Mais tu sais, moi, j'ai vu un truc aussi, c'est ta manière de les trouver, ces blagues. Et c'est un mot, moi j'ai retenu quelques mots. Le mot qui revient le plus souvent, c'est fou. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc de fou. Mouloud, t'arrives, t'es... Je te jure, j'ai un problème avec les je te jure, Mouloud. C'est un Je me truc fais de terminer fou, là-dessus, voilà. je le dis Et trop. ensuite, c'est le mot rien. Ouais. Parce que tu trouves des blagues souvent en faisant rien. T'arrives, tu te poses en terrasse et... Ouais, c'est beaucoup de rien, ouais. Ouais. Et comment t'expliques ça ? T'as besoin de cette solitude. Mais en même temps, c'est une solitude... Mais souvent, tu vois, j'essaie de me mettre dans des ambiances où il y a, tu vois, où il y a du bruit, où il y a du passage, où il y a des gens, où il y a... Mais j'essaie pareil de varier les endroits où j'écris, mais ouais, j'ai besoin de rentrer dans ma tête un peu. Et puis je me dis, moi, je pars du principe qu'une blague, ça part de rien, qu'il me faut juste un départ. Et après que le truc, je vais le pousser jusqu'au bout, et peut-être que mon départ, je vais l'enlever, et que j'aurai juste la fin, et ce sera un truc qui se tient. Mais il me faut juste un départ. Une blague, ça part de rien. Mais en fait, c'est pas un truc qui se trouve. J'ai l'impression que tu me résumes là un épisode de migraine. Ouais, c'est un peu ça. Situation, il me serre la main, d'où il a les mains moites, et là... Et voilà, bam. Je me dis ça. Je me dis, en fait, ça vient En fait, je me dis, bon, tu sais, on en parlait tout à l'heure avec l'émotion. Je serre la main à quelqu'un. Je vois, il serre pas la main, il me regarde pas. Ça me fait un truc. Je me dis, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi Là, ce sentiment, tu sais, je me dis, ah, là, on a un truc. Là, après, plus tard, je vais être en terrasse tout seul avec mon téléphone. Je vais me dire, je me fais chier, là. Et dès que je me fais chier, je me dis, c'est quoi mon vrai divertissement dans la vie ? C'est écrire des blagues. Donc je me mets dans des situations où je m'ennuie. Là, je prends mon téléphone et je me dis, bon, il y a quoi ? Il n'y a pas longtemps. Je dis, ah, le gars qui m'a serré la main là, cette semaine, il m'a cassé les couilles, lui. Vas-y, on a peut-être un truc à faire là-dessus. Et là, tu sculptes. Et là, je sculpte. C'est ouf. Et je parle tout seul. Ouais. Ah ouais, ça, c'est le truc bizarre, ça. C'est que pour moi, tu peux pas écrire une blague s'il n'y a pas la musique qui va avec. Une blague, c'est pas juste des mots. La musicalité, c'est comme tu l'as dit tout de suite, je l'aurais fait différemment. Tu aurais juste changé quelques notes. Là, les blagues qu'il y a là, la première, déjà, je l'enlève parce qu'elle est éclatée. Et la musique de l'autre, je l'aurais fait complètement différemment. On sentait que j'avais fait beaucoup moins de chroniques que c'était la première. Aujourd'hui... Tu peux expliquer la musique, comment tu la trouves ? Alors ça, pour être très honnête avec toi, j'en ai aucune idée. C'est juste que dans ma tête, je trouve que soit ça sonne pas. Alors, mais après... Quand je te vois marcher dans la cour, faire des allers-retours, tu cherches la musicalité ? Ouais, je suis que sur de la musique. Ouais. C'est pour ça que je fais des trucs chelous, où je bouge mes doigts, ou... Club sur club, t'es là ? Club sur club, putain. Et je me mets dans la musicalité. C'est pour ça que je bouge et je marche aussi. C'est une manière de garder un rythme, tu vois. Okay. De tac, tac. Mais c'est l'expérience qui fait trouver la musicalité ? La musicalité, ça permet de se souvenir du texte. Parce que quand il y a une musique, ça rentre beaucoup plus facilement dans la tête. Et quand tu as une semaine pour l'écrire et l'apprendre, t'as pas le choix de ce genre de méthodologie. Et puis surtout, ça fait rire les gens plus fort. Il y a des musicalités qui font rire plus fort, tu vois. Ah, ça, et comment tu le sens, comment tu le trouves, ça, pour moi, il y a rien de théorique et pratique. C'est vraiment, faut que tu manges des blagues dans ta vie, frère. Essaie plein de trucs et à un moment donné, tu vas le sentir. Tu vas t'apprendre, tu vas te comprendre. C'est la musique, quoi. Tu dis ça sonne ou ça sonne pas. Ça, c'est non. Là, il y a 3 syllabes de trop. Vraiment, des fois, je suis en mode... Trop long. Cette phrase-là est trop longue. Moi, il y a des humoristes qui ont vraiment la vision de... Là, il y a un trou, là. Ouais. Là, il y a un trou, et Là, il y a un trou, et ils savent comment le boucher. Voilà. Ça, c'est vraiment... Je trouve vraiment ces gars-là forts. Parce que là, pourquoi tu dis pas ça ? Les mecs, c'est des génies de l'humour. J'en parlais avec Jason la dernière fois, Jason, il est fort. Un artificier. Ouais, il arrive, Jason, il manque un pétard là, tu mets un feu de banga ici. Jason, il est chirurgical. Ouais, vraiment, c'est tac, tac, tac. Et c'est là où il est très, très fort. Là, c'est très bien parce qu'on va parler un petit peu de... On va parler un petit peu de nos copains humoristes. Ils nous ont posé des questions secrètes. Ah ouais, ok. Il y a ce côté-là où tu dois... Je te pose une question, tu dois y répondre et deviner qui est l'humoriste qui t'a posé cette question. Ok, parmi tous les humoristes... Il y en a. Du monde. Du monde ? Ouais, du monde. Oh, putain. Enfin, pas du monde, tu verras. Okay. Est-ce que tu comptes rejouer un jour ton numéro sur les chauves-souris ? Ouais, putain, c'est quelqu'un qui me connaît bien, ça. Non, je pense pas. Je pense pas. Quand je te dis une fois que je la jette, je la jette. T'as pas envie de... Juste pour... Je suis persuadé que je peux en écrire une meilleure.
Ok. C'est toujours ça que je me dis. Je me dis, t'as écrit cette blague-là, t'avais pas fait autant de blagues dans ta vie. Donc tu pourras en écrire une meilleure. Ok. Tu vois, si cette blague-là, moi je préfère écrire des nouvelles que m'attacher aux anciennes. Sinon, tu vois, une fois que je les ai tuées, ça m'a fait trop mal pour essayer de les faire revivre. Tu vas pas aller au cimetière les déterrer. Non, je vais pas les déterrer au cimetière. Je préfère aller à la couveuse. D'accord. Et devine qui t'a posé la question? Je sais pas, je pense que c'est Anas, ça, non? Non, Non? c'est Paul Mirabel. Ah ouais, Paul Mirabel. Putain, il connaît le numéro des chauves-souris. Ouais. Ah ouais. Au début, c'était dans un truc encore plus chelou, les chauves-souris. Je disais que dans mes rêves, je pouvais faire ce que je voulais, tu vois. Il n'y avait pas de limite. Rien n'était pas normal dans un rêve, tu vois. Il y a pas de... Si je veux, dans mon rêve, je peux baiser une chauve-souris, je m'en bats les couilles. Et là, ça devenait trop bizarre, mais les gens, ils étaient cuits, gros. Puis il y avait tout un truc de c'est le seul animal qui a appelé ça chauve-souris? C'était ça la blague. Tu vois, c'est ni chauve ni une souris. Ça tue ça m'a fait rire. Et puis c'est un truc qui a des ailes. Ah putain, je me souviens même plus c'était quoi. Ça a des ailes et tu parles pas de ça, le gars qui vole le nom. Tu préfères nous dire que c'est chaud. C'est ça la blague. Je me rappelle, cartonne Paul Mirabel. On passe à la question suivante. Si tu étais coincé sur une île déserte et que tu avais 3 blagues, ça serait lesquelles? Ah, il faut que ce soit des blagues de moi? Des blagues à moi ou Ouais, des blagues à moi, toi. Ou vas-y, de ton choix, vas-y. Si t'es coincé sur une déserte et que t'avais que 3 blagues, ce seraient lesquelles? Genre des 3 blagues que je peux écouter, moi Que tu peux garder. Ou les blagues que j'ai faites, moi, que je préfère? Je sais pas. C'est ça la blague. Ouais. Alors moi, parmi mes sketchs préférés des autres, parce que je pense pas que j'amènerais des blagues à moi, si je peux amener des blagues, j'amènerais des blagues que je peux regarder, tu vois. Genre sur une petite vidéo, je sais pas si c'est ça la question, mais... Ouais. Je sais pas, en fait, elle est pas précise, c'est juste on m'a envoyé ça comme ça. Bah, disons qu'admettons, j'ai le droit d'avoir en vidéo des sketchs qui pourraient m'accompagner. Je prendrais Jason Tapus de Louis C.K. Je prendrais un truc de Richard Pryor. Je pense que je prendrais les hommes quand... non, il y a la blague sur la jungle, qui est incroyable, quand il fait tous les animaux. Ah, excellent. C'est trop mon délire. Excellent. Ou alors, il y a celle où il parle des hommes quand ils se font briser le cœur. Ouais. Ça, c'est trop marrant, ça. Et après, ensuite, je prendrais, je sais pas, Eddie Griffin. Eddie Griffin. Moi, il y a une blague d'Eddie Griffin qui me fume. Il est trop C'est fort. l'un de ses derniers spectacles où il rentre sur scène. Non, je pense que c'est pendant la période Obama. Et il rentre sur scène. Il dit I wanna fuck Michelle Obama. Incroyable. Et c'est la première phrase du show. Hello Michelle. Et le poids, c'est son entrée m'a choqué. Le mec, il arrive en mode, même pas, il leur dit bonjour. Hein. Béret, tout ça, clope à la main. Coupe de champagne. Presque coupe de champagne. Il méprise. I love you. Hein. Il les méprise un peu. Après, calmez-vous. I wanna fuck Michelle Obama. Hello Michelle. C'est tellement you like choquant. comedy. Exceptionnel. C'est tellement provocateur. Déjà, il les a brisés sur le premier truc. Et il a des sketchs tellement bons dans ce spectacle. On n'a même pas trouvé l'humoriste. Ah ouais. Sur une île, c'est qui est fonce-dé comme ça? C'est un Français? Ouais. Vas-y, Redouane. Non, Sparrow? Bounaimin. Boone. Ah ouais. Mais en même temps, c'est son délire. Il m'a posé. Il y a une autre question, mais je peux pas la citer tellement elle est hardcore. Tu connais Boone d'abord, faut d'abord le censurer. Je vais te la citer ensuite en privé. Si jamais je t'avais dit qu'il y avait une scène ouverte géniale sur Paris qui s'appelait le Teubé Comedy Club, tu y vas de ma part, c'est un truc de fou, mais il faut faire que des vannes de Teubé. Est-ce que tu y serais quand même allé? Ou pas? Ouais, ça pourrait me chauffer, ça. Le Teubé Comedy Club, genre, admettons, tu fais un truc où c'est que des blagues de Teubé. Ah, ça peut me chauffer, parce qu'en fait, une blague, pour moi, c'est forcément intelligent. Donc, si tu arrives à faire le truc de... c'est teubé, mais en même temps, c'est intelligent, mais c'est l'intelligence de la bêtise, je pense que ça pourrait me chauffer pour le défi. Je pense que je me dirais, vas-y, mets-moi une date dans 7 mois, tu vois. Bon, après, dans cette période de ma vie, là, j'ai tellement de trucs à faire que ça aurait été compliqué, mais si j'avais le temps, j'aurais fait, vas-y, mets-moi une date dans, mets-moi une date dans 3 mois, admettons que j'ai le temps, et j'écris un truc de teubé exprès. Genre, vraiment, humour de teubé. Et à ton avis, qui t'a posé la question? Ça, Redouane, je suis chaud. Non. Même pas. Il y a un lien, c'est Baptiste. Baptiste? Ah bah oui. C'est lui qui t'a envoyé à... Ah bah ouais, je suis trop bête. C'est lui qui m'a fait faire ma première scène. Ouais. Je lui ai demandé à Montréal quand je l'ai croisé, où est-ce qu'on peut jouer à Paris? Il m'a donné 3 bouts. Tu nettoyais ses loges quand tu étais stagiaire. Exactement. Bah, j'y serais quand même allé, c'est sûr. On enchaîne sur le portrait chinois. Jingle. C'est le portrait chinois marrant, c'est le portrait Bounaimin. J'aime bien l'appeler comme ça. Je te pose des questions rapidement et tu réponds
Le plus au tac tac au au tac. tac. Voilà, Ok. Si tu étais un animal. Léopard. Ok. J'espère, sa Why? grand-mère. Pourquoi? Parce que je le trouve trop stylé, élégant, un peu solitaire. Il a quelque chose de vraiment... tu vois, c'est pas comme le lion. C'est vraiment cette espèce de solitaire, mystérieux, beau Il monte gosse, dans les arbres. difficile à attraper, perché, Mm. tu vois, puissant, discret, j'aime bien. Si tu étais un mauvais choix dans la carrière de Roman Frécinet. Je serais des vêtements. Hein. J'ai fait des très mauvais choix vestimentaires. Je serais Tu t'es cherché longtemps. probablement une veste bizarre, un peu Louis XVI. Ah oui, tu l'avais porté où Ouais. celle-là? Oh là là, ça j'ai mis ça à Montréal. Je serais des styles. Ou alors ma première teinture où j'étais tout. Frère, c'était jaune, paille, cheveux brûlés. Si tu étais un autre métier. Je serais. Rien, frérot. Je ne travaillerais pas dans la vie. Je serais un déchet de la société. Vraiment. Je serais rien. 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 J'aurais rien. En terrasse. Ouais, je serais en terrasse. Ah, peut-être. Tiens, non. Ouais, je suis tellement Ah. un glandeur. Tellement parisien. Café, mais café, genre derrière le comptoir. Ok. Derrière un comptoir de café. Allez. Ok. Si tu étais une salle de spectacle. Vraiment, où est-ce que j'aimerais être? Vraiment. Vraiment, bah, Théâtre de l'œuvre. Et l'autre? L'Olympia, j'aimerais bien. Ouais. C'est la salle que j'ai préféré faire dans toute ma vie. Et si je te dis Bercy? Non, ça me chauffe pas trop, Ouais. moi. Trop de gens, trop... Pas assez intimiste? Ouais, moi, je sais pas. Après, je sais pas, peut-être que ça évoluera dans ma vie, mais Mhm. moi, les trucs un peu trop grands, je me dis, non, j'aime bien connecter, moi. Si j'aime bien que tu puisses me dire un truc, si tu veux. Alors qu'à Bercy, je pense pas que le mec tout au fond, il peut me dire un truc, tu vois. La dernière chose qui t'a énervé? Des gens qui klaxonnent à Paris. Comme ça, ceux qui restent appuyés. D'accord. Si tu étais un objectif? Réussir. Ok. Bah, c'est cool. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Allez, magnifique. Là-dessus. C'est quoi la réussite pour toi? C'est tout donner. C'est avoir encore envie de faire. C'est, je sais pas, c'est réussir. Avoir le luxe de donner. Ça, c'est la réussite. Ça, c'est Quand une tu arrives belle dans le phrase. moment donné, où Avoir. vraiment tu peux offrir aux gens, où tu peux donner. Ouais. Réussite, c'est un mélange de liberté, mais surtout la liberté de donner, tu vois. Pas courir après, pas être dans une situation où tu es obligé de penser qu'à toi. Il y a des gens, malheureusement, ils sont dans des situations où ils sont quasiment obligés de penser qu'à eux. Pour moi, réussir, c'est ce moment où tu peux être ultra généreux. Là, tu as réussi. Je pense que c'est une très belle conclusion. Merci frérot, Ouais, j'ai ça fait kiffé plaisir. discuter Ouais, toujours un avec plaisir. toi. C'était Solo avec Sulo, merci encore la France. Franchement, c'était vraiment cool. Allez checker le spectacle de Roman au Théâtre de l'Œuvre et bientôt en tournée Ouais. à partir de janvier, c'est ça si je me trompe pas, À dans toute partir la de France. janvier, Il y toute a la beaucoup de France. dates complètes. On a oublié de parler de Céline Dion. Ouais, vrai. c'est Voilà, Céline Dion, elle est Kido. toujours avec nous. Je te jure, tu te rappelles, je crois que c'était au Café Barbès Ouais. et on chantait du Céline Dion à la fin, là, je kiffais sous le vent. C'est là que j'ai vu que tu kiffais Céline, j'ai dit ah, il y a une connexion mon gars. Il y a une connexion. Quand je t'ai vu arriver avec ce pull, j'ai dit enfoiré, je l'ai commandé direct. La première chose que tu m'as demandé, Voilà. où Même pas bonjour, ça va, je suis arrivé, tu m'as dit où Merci à toutes les équipes de Click, après à mon réalisateur, Cyril, Anthony, tous les gens qui m'ont accompagné. Merci à Anas, merci à Lamine, merci à tous les copains qui m'ont aidé à préparer cette émission. N'hésitez pas à aller checker cette émission un peu partout, lâchez des commentaires si vous avez kiffé. Et je vous dis à bientôt dans Solo avec Sulo, à la semaine prochaine tout simplement. Rodrigo. On l'appelle Rodrigo à partir de maintenant. C'était Solo avec Sulo avec Roman Frécinet. See you. Bye bye. À bientôt tout le monde. Sakampedo emiero yai mundak. Tuni. Sakebado kubiel